Je m'appelle Camille Dubois et j'ai 35 ans. Jusqu'à il y a environ 3 mois, je pensais honnêtement que j'avais plus ou moins compris comment mener ma vie. J'étais avec mon petit ami, Maxime, depuis 4 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'un dîner chez des amis, le genre de soirée où le vin est bon marché, l'éclairage est flatteur et où tout le monde fait semblant de ne pas chercher quelqu'un avec qui rentrer. Il était assis en face de moi, tout en charme et rire facile, parlant des vitrines et des objectifs de vente comme s'il s'agissait de grands articles. Il travaillait dans le management du prêt-à-porter, et il adorait le fait que cela sonne impressionnant quand les gens lui demandaient ce qu'il faisait. Je travaillais comme analyste d'affaires dans un cabinet de conseil de taille moyenne à Paris. Bon salaire, bons avantages sociaux, rien qui ne mériterait une série télévisée. Mes journées étaient faites de feuilles de calcul et de présentation, de cartes de processus et de prévisions. Selon les mots de Maxime, c'était « respectable », bien qu'un peu ennuyeux. Il le disait comme une blague au début. Nous avons commencé à sortir ensemble sans engagement, puis c'est devenu sérieux vers la première année. Après 2 ans, il a emménagé dans mon appartement à 2 pièces modeste à Boulogne-Billancourt avec une bonne lumière et un prêt immobilier gérable. Ce n'était pas glamour, mais les mensualités étaient prévisibles et les chiffres collaient. Cela comptait pour moi. J'ai toujours aimé les choses qui tombent juste. De l'extérieur, j'étais celle qui jouait la sécurité. Mes factures étaient payées à temps. Mon fonds d'urgence était réel, pas une aspiration. Mon idée du risque consistait à essayer une nouvelle recette sans en lire tous les avis d'abord. Maxime me qualifiait de stable, puis de confortable, puis de coincé, comme si ces mots étaient tous sur la même échelle mobile. Il travaillait dans la gestion de la mode. Son monde était fait de tendances et de lancements, de merchandising visuel, de présentations aux directeurs régionaux. Il aimait parler de l'image de marque lorsqu'il se décrivait. Il chipotait sur les tenues que nous portions pour le brunch. Il savait exactement quel restaurant du Marais avait le bon éclairage pour Instagram. Il savait aussi comment diriger son insatisfaction sans jamais la nommer. Le vrai problème a commencé vers janvier. Rien de dramatique au début, juste un changement de ton. Notre appartement ne faisait pas assez rêver. Nos week-ends n'étaient pas assez spontanés. Je n'avais pas assez faim. Chaque conversation donnait l'impression qu'une grille d'évaluation invisible planait dans l'air, et que j'obtenais un discret 8 sur 20. Qu'est-ce que ça veut dire, à la fin, lui ai-je demandé une fois, après qu'il a passé 10 minutes à soupirer sur la façon dont les gens de notre âge accomplissaient des choses dehors. Il a agité la main. Juste. Tout le monde prend des risques, lance des entreprises, voyage, fait des choix audacieux, et nous, on est là à manger des plats à emporter et à regarder des séries comme un couple de retraités. Nous économisons de l'argent, ai-je dit. Tu te souviens de la partie où tu veux une maison un jour? Il a levé les yeux au ciel. Tu penses toujours à 10 ans en avance. Profite un peu, Camille. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais dans ma tête, tout ce que j'entendais était « tu gères mal ta vie ». Février est arrivé comme une gifle. Un mardi matin, mon directeur m'a demandé de venir dans une salle de conférence. Il y avait un dossier sur la table et un représentant des RH assis là avec un sourire compatissant bien rodé. L'entreprise se restructurait. Mon poste était supprimé. Il me gardait 1 mois pour assurer la transition de mes projets. Indemnité de licenciement, blabla, service de reclassement, tous les mots qu'ils utilisaient pour amortir le coup du « vous avez fini ici ». Je suis resté assise à écouter, à hocher la tête, à faire des calculs mentaux. Épargne, marge de manœuvre, contact. De l'extérieur, j'étais composé. À l'intérieur, une petite voix terrifiée murmurait « Et si Maxime avait raison à ton sujet ?» Ce que je n'ai dit à personne dans cette pièce, c'est que je parlais déjà à un chasseur de tête depuis des semaines. Un ancien collègue m'avait contacté pour un poste de consultante senior en stratégie dans un autre cabinet à La Défense. Plus de responsabilités, plus de voyages, une rémunération nettement meilleure. Ce n'était pas encore officiel, mais les choses étaient prometteuses. J'ai quitté le bureau avec un carton et un mal de tête, serrant les deux comme s'ils étaient fragiles. Sur le chemin du retour, je me suis raconté l'histoire que je voulais croire. Maxime et moi nous assiérions à la table, en discuterions, regarderions les chiffres, ferions un plan. Il aurait peur, bien sûr, mais nous aurions peur ensemble. C'est ce que font les couples. Quand je suis entré dans l'appartement ce soir-là, il n'a même pas demandé comment ma journée s'était passée. Il était déjà au milieu d'une diatribe, faisant les 100 pas dans la cuisine. Mon directeur régional est un idiot, a-t-il lancé sans même lever les yeux.
On rate les objectifs parce que le siège ne comprend pas le marché, et d'une manière ou d'une autre, c'est à moi de régler ça. Je jure que si je ne suis pas promu d'ici l'été, je me casse. J'ai posé le carton doucement. Dure journée. Tu n'as pas idée, a-t-il dit. Ils veulent plus de revenus, plus de fréquentation, plus de tout, et ils nous donnent moins de personnel. C'est ridicule. Il a enfin jeté un coup d'œil au carton. C'est quoi ça? J'ai dégluti. Il faut qu'on parle. C'est urgent, a-t-il demandé, attrapant déjà son téléphone. J'ai dit à mon assistante que je l'appellerais pour les changements d'implantation. C'est important, ai-je dit. Ma voix est sortie plus assurée que je ne me sentais. Tu peux t'asseoir une minute. Il a soupiré dramatiquement mais s'est laissé tomber sur une chaise. Ok, vas-y, je me suis assise en face de lui, les doigts entrelacés pour qu'il ne les voie pas trembler. Alors, ai-je commencé, j'ai reçu des nouvelles aujourd'hui. Mon poste est supprimé. Il me garde un mois de plus pour la transition, mais après ça, je chercherai quelque chose de nouveau. Silence. Maxime me fixait comme si je venais de lui dire que j'avais décidé de me lancer dans l'incendie criminel comme passe-temps. Tu te fais licencier? A-t-il finalement dit. Oui. J'ai pris une inspiration. Mais ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Je discute avec un recruteur, et je suis dans la phase finale pour un poste de consultante senior. Un autre cabinet, une meilleure rémunération. Ça pourrait finir par être une bonne chose. Il n'avait pas l'air soulagé. Il avait l'air offensé. Depuis quand cherches-tu du travail? A-t-il exigé. Je ne cherchais pas. Pas vraiment, ai-je dit. Un ancien collègue m'a contacté pour ce poste il y a environ 6 semaines. Nous étions en discussion, mais rien n'était garanti, et je ne voulais pas te stresser si ça ne marchait pas. 6 semaines? Sa bouche s'est tordue. Donc, tu me caches ça depuis 6 semaines. J'ai été prudente, ai-je corrigé. Ces choses échouent tout le temps. Je voulais quelque chose de concret avant de dire quoi que ce soit. Il a secoué la tête. C'est exactement ça le problème, Camille. Tu es toujours prudente. Tu joues toujours la sécurité, tu ne te lances jamais. Trouver un meilleur emploi avant de perdre l'actuel est intelligent, ai-je dit. Pas lâche. Il s'est penché en arrière, les yeux plissés comme s'il ajustait un tir. Tu sais ce que Élodie aurait fait, a-t-il demandé. Et voilà son nom encore une fois. Son ex-petite amie de l'université, celle qui prenait des risques, qui vivait pleinement, qui avait un jour quitté un emploi sans plan de secours et voyagé en sac à dos à travers l'Amérique du Sud avec une carte de crédit et un sourire. J'avais entendu les histoires autour d'un verre, dans des soirées, lors de disputes. Je suis sûr que tu es sur le point de me le dire, ai-je dit calmement. Élodie serait partie à la seconde où il lui aurait manqué de respect, a-t-il dit. Elle ne s'accrocherait pas à un navire qui coule. Elle se faisait confiance pour retomber sur ses pieds. C'était une vraie femme. Toi, tu es juste confortable. Il a ri un peu en le disant, comme si c'était une chute de blague. Quelque chose a craqué dans ma poitrine. Pas une fissure de chagrin, plutôt comme un seau qui se brise sous la pression. Un flot de choses que j'avais ignorées a afflué d'un coup. Si c'est ce que tu ressens, ai-je dit lentement, peut-être devrais-tu aller trouver une autre vraie femme qui est prête à mettre le feu à sa vie pour l'esthétique. Ses sourcils se sont levés. C'est tout? Tu vas juste déformer mes propos? Tu me compares à ton ex chaque fois que je ne réagis pas comme tu le veux, ai-je dit. Tu traites ma stabilité comme un défaut de caractère. J'essaie de gérer une perte d'emploi de manière responsable, et tu es en colère parce que je n'ai pas rendu ça plus dramatique pour toi. Au moins, elle avait de la passion, a-t-il lancé. Elle n'était pas juste confortable tout le temps. Je l'ai fixée, je l'ai vraiment regardée. La coupe de cheveux parfaitement soignée, la montre de créateur qu'il avait achetée à crédit. L'indignation face à un revers de carrière qui n'était même pas le sien. Si la passion signifie rendre nos deux vies instables juste pour que tu te sentes excité, je suis d'accord pour être confortable, ai-je dit. Et si ce n'est pas suffisant pour toi, Maxime, tu devrais partir. Peut-être que je le ferai, a-t-il répliqué. Nous nous sommes soutenus du regard pendant un long moment fragile. Puis il a attrapé ses clés sur le comptoir. Il n'a pas fait de sac. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il est juste sorti. La porte s'est refermée,
et l'appartement est devenu très silencieux. Le lendemain, entre les formulaires RH et les entretiens de départ, j'ai reçu la lettre d'offre officielle pour le poste de consultante senior en stratégie. Le salaire était 40% plus élevé que ce que je gagnais. Il y avait des primes trimestrielles, une indemnité de logement de luxe pour les voyages fréquents, une allocation pour un service de voiture, une suite entière d'avantages que je n'aurais même pas su demander. Le recruteur avait minimisé la chose. C'était un bon majeur. Je l'ai signé cet après-midi-là. Maxime est revenu 2 soirs plus tard, non pas avec des excuses, mais avec une sorte de distance engourdie, comme si nous étions des colocataires qui avaient eu un désaccord mineur sur la vaisselle. Nous avons évolué l'un autour de l'autre comme des étrangers polis pendant 3 jours. Le dimanche matin, il m'a finalement fait asseoir. Je pense qu'on a besoin de faire une pause, a-t-il dit. Une pause, ai-je répété. J'ai besoin de comprendre ce que je veux, a-t-il continué. Tu es stable, fiable, tout ça. Mais je ne sais pas si c'est suffisant pour moi désormais. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Il a cligné des yeux. D'accord, c'est tout? Tu ne vas pas te battre pour ça? Me battre pour quoi, ai-je demandé. Pour un homme qui pense que je suis juste confortable, qui me compare à son ex chaque fois qu'il s'ennuie? Pourquoi me battrais-je pour ça? Il m'a fixé comme si j'avais réécrit le scénario sans le lui dire. Donc, ça te va que je parte, a-t-il exigé. Je n'ai pas dit que ça m'allait, ai-je répondu. Mais si tu veux partir, pars. Il a fait un sac cet après-midi-là. Il a dit qu'il resterait chez un ami pendant un moment. Il a dit qu'on se parlerait dans quelques semaines. Je l'ai aidé à porter des cartons jusqu'à sa voiture. Je l'ai regardé s'éloigner. Le lundi, j'ai commencé mon nouveau poste, bureau dans une tour à la Défense, baie vitrée du sol au plafond, un titre qui semblait encore appartenir à quelqu'un d'autre, consultante senior en stratégie. Le premier projet m'a fait m'envoler ce mercredi-là vers une autre ville pour une réunion client de 3 jours. Ils m'ont réservé une chambre dans un hôtel 5 étoiles avec une suite d'angle et une vue qui faisait paraître le sol très lointain. Une berline noire est venue me chercher à l'aéroport, siège en cuir, bouteille d'eau et un chauffeur silencieux qui m'appelait « Madame Dubois ». Je me suis tenu devant la fenêtre de la chambre d'hôtel ce soir-là, la ville scintillant sous moi, mon téléphone silencieux sur la table derrière moi. Quelque part à l'autre bout de Paris, Maxime racontait probablement à quelqu'un à quel point j'avais toujours été confortable. Je ne savais pas que quelques mois après ce moment, je sortirais d'une autre berline noire au grand hôtel et regarderais Maxime se figer sur place en réalisant exactement à quoi ressemblait le « confortable » sans lui. 2e semaine au nouveau travail, la nouveauté ne s'était pas dissipée, mais l'épuisement s'était installé dans mes os d'une manière étrangement agréable. Les journées étaient un flou d'appels clients, de briefings internes et de révisions de présentation. Les soirées étaient faites de chambres d'hôtel, de services d'étage et du bourdonnement silencieux d'un mini-frigo au lieu des commentaires continus de Maxime sur ma vie. J'avais une carte d'entreprise maintenant, un chauffeur, un titre qui faisait que les gens se redressaient quand je me présentais. Je me construisais une réputation plus vite que je ne savais quoi en faire. Ma nouvelle patronne, une femme d'une 40aine d'années nommée Florence, aux yeux perçants et à la mémoire encore plus affûtée, m'a prise à part après une session client ce 2e vendredi. « Vous avez de bons instincts », a-t-elle dit alors que nous sortions de la salle de conférence. « Vous lisez la salle avant de parler. C'est rare. » « Merci, ai-je dit, et je le pensais. J'ai passé beaucoup de temps à entendre que c'était juste moi qui jouais la sécurité. La bouche de Florence s'est tordue. Quiconque a dit ça ne comprend pas la différence entre la peur et la stratégie. Son éloge m'a réchauffé à un endroit qui était devenu froid des mois auparavant. Je suis rentré en avion ce dimanche-là. Quand je suis entré dans mon appartement, il semblait à la fois familier et altéré. Les baskets de Maxime n'étaient pas près de la porte. Son eau de Cologne ne flottait pas dans l'air. Le canapé n'avait pas sa veste jetée dessus. Pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à un abandon. Il ressemblait à du potentiel. Le mardi, mon téléphone a vibré pendant que j'examinais un modèle financier. « Maxime, comment ça va ?» J'ai fixé l'écran un instant. Nous ne nous étions pas parlé depuis qu'il était parti avec la moitié de sa garde-robe sur le siège arrière. Moi, occupé par le travail. Je voyage beaucoup. Quelques secondes ont passé. La petite bulle de saisie est apparue, a disparu, puis est réapparue. Maxime, tu voyages pour le travail? Moi, ouais.
Je pouvais presque voir son froncement de sourcils. Maxime, ça doit être stressant. J'ai regardé autour de moi la salle de conférence aux parois de verre, la ligne d'horizon de la ville au-delà, le classeur ouvert devant moi avec un plan de projet valant 7 chiffres pour l'entreprise. Moi, c'est franchement génial. Confirmé de lecture. Pas de réponse. Les jours ont passé. Je me suis investi corps et âme dans le rôle. Plus je donnais, plus le cabinet m'en confiait. À la 4e semaine, Florence a commencé à m'entraîner dans des réunions auxquelles je n'avais pas été invité à l'origine. Vous devriez assister à ça, disait-elle. Regardez comment les associés négocient le périmètre. Vous ferez ça plus tôt que vous ne le pensez. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste pris des notes. Ce vendredi-là, alors que je rangeais mon ordinateur portable pour rentrer chez moi après une longue journée, mon téléphone a vibré à nouveau. Maxime, on peut se voir pour un café ce week-end? Parler? J'ai fixé le message un long moment, sentant une douleur faible et lointaine là où la panique vivait autrefois. Moi, encore en déplacement. Projet client. De retour la semaine prochaine. Maxime, tu voyages beaucoup tout d'un coup. Moi, le nouveau travail l'exige. Il n'a pas répondu. La semaine suivante, j'étais de retour en ville pour une courte période. Juste assez longtemps pour faire une lessive, arroser les plantes qui ne m'avaient pas encore abandonné, et me rappeler ce que mon propre lit faisait ressentir. Mercredi soir, un autre texto. Maxime, dîner ce week-end? Juste pour prendre des nouvelles, s'il te plaît. J'aurais pu dire non. Je le savais. Mais la curiosité est une forme de gravité à part entière. Moi, d'accord. Samedi 19h. Ce resto près de l'immeuble de ton ami. Le restaurant était décontracté. Éclairage tamisé, table en bois dépareillée, le genre d'endroit où les couples venaient parler de tout et de rien autour de frites partagées. Il était déjà là quand je suis entré. Maxime s'est levé quand il m'a vu, lissant sa chemise comme s'il était sur le point de passer une audition. Il semblait plus petit d'une certaine manière, moins composé, comme si les bords de sa confiance avaient été poncés. Et, a-t-il dit, forçant un sourire. Tu as l'air bien. Merci. Je me suis assise. Comment vas-tu? Il s'est lancé directement. Son directeur était toujours un idiot. Le siège ne comprenait toujours pas le marché. Il méritait toujours une promotion qu'il n'avait pas obtenue. Les phrases tournaient en boucle et se répétaient, toutes les mêmes plaintes que j'avais entendues pendant des années. J'écoutais. Je hochais la tête. Je ne proposais pas de solution. Finalement, il s'est arrêté. Et toi, a-t-il demandé. Comment est le nouveau boulot? Ça se passe bien, ai-je dit. Stimulant, mais gratifiant. Qu'est-ce que tu fais exactement déjà, a-t-il demandé, grattant l'étiquette de sa bière. Conseil en stratégie, ai-je dit. J'aide les entreprises à optimiser leurs opérations, améliorer l'efficacité, restructurer les processus, ce genre de choses. Il a froncé le nez comme s'il venait de sentir quelque chose de fade. Ça a toujours l'air ennuyeux, a-t-il dit avec un demi-rire. Tableur et réunion, c'est ça? Ça paie bien, ai-je dit simplement. Il m'a étudié une seconde, comme s'il essayait de concilier la femme en face de lui avec la version qu'il avait déjà décidé que j'étais. Tu fais toujours le choix de la sécurité, a-t-il dit. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu pourrais faire quelque chose d'excitant avec cette transition. J'ai pris une gorgée d'eau, laissant les commentaires reposer entre nous comme une petite tâche évidente. Ça me convient, ai-je répondu. Le serveur a apporté notre nourriture, nous avons mangé, il a parlé. J'ai laissé le silence entre mes réponses parler pour moi. Quand l'addition est arrivée, j'ai attrapé mon portefeuille automatiquement. Il m'a laissé partager sans protester. Autrefois, cela m'aurait blessé. Maintenant, cela semblait juste informatif. À l'extérieur du restaurant, il s'est attardé sur le trottoir. Tu me manques, a-t-il dit, abandonnant finalement le ton décontracté. Nous me manquons. Les mots m'ont frappé comme un caillou lancé contre une fenêtre fermée. Je les ai entendus, mais je n'ai rien ouvert pour eux. Je devrais y aller, ai-je dit doucement. J'ai un appel tôt demain. Il avait l'air de vouloir dire autre chose, mais il ne l'a pas fait. Nous nous sommes souhaités bonne nuit et sommes partis dans des directions opposées. 2e mois au cabinet, tout s'est accéléré.
Je dirigeais de petits projets, mentorais quelques consultants juniors et assistais à des conversations contenant des acronymes que je devais rechercher sur Google plus tard. Florence m'a appelé dans son bureau un matin, a fermé la porte et m'a fait signe de m'asseoir. « Je vais être franche », a-t-elle dit. « Vous avez livré des résultats comme quelqu'un qui est ici depuis 2 ans, pas 2 mois. Nous ne voulons pas gâcher cela. » Mon pouce est accéléré. « D'accord. Nous vous promouvons au poste de consultante principale, » a-t-elle dit. Avec effet immédiat. De plus gros projets, un tarif plus élevé, plus d'exposition client. Il y aura une annonce formelle, mais je voulais que vous l'entendiez de ma bouche d'abord. J'ai cligné des yeux. Déjà ? La performance est la performance, a-t-elle dit. Nous la récompensons. Les RH enverront le dossier cet après-midi. Cela vient avec une augmentation du salaire de base et des primes, et il y a une part en action dont je pense que vous serez contente. J'ai quitté son bureau avec la tête qui tournait et les mains tremblant légèrement. Dans l'ascenseur, j'ai croisé mon reflet dans l'acier poli. Même visage, mêmes yeux, mais quelque chose était différent dans ma façon de me tenir. Plus tard cette semaine-là, après avoir signé les papiers et fait semblant de ne pas être submergé par les chiffres de la lettre d'offre, mon téléphone a vibré à nouveau. Maxime, mon ami a besoin de récupérer son appart bientôt. J'ai froncé les sourcils. Maxime, je pensais que je pourrais revenir dans notre appartement. J'ai fixé le message. 2 mois plus tôt, cette suggestion m'aurait envoyé dans une spirale d'espoir et de terreur. Maintenant, tout ce que je ressentais était un « non » calme et stable. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La réponse est arrivée vite. Maxime, pourquoi pas? Moi, parce que tu es parti pour comprendre les choses. Les as-tu comprises? Il y a eu une longue pause. Puis, Maxime, tu me manques. J'ai fixé les 3 mots. Autrefois, ils auraient été de l'eau dans un désert, maintenant, ils étaient juste incomplets. Moi, ce n'est pas une réponse. Une autre pause. Je pouvais l'imaginer faire les 100 pas, passer une main dans ses cheveux, répéter des versions de regrets. Maxime, j'ai fait une erreur en te comparant à Élodie. C'était mal. J'ai expiré lentement. Le voilà, le nom à nouveau. Offert maintenant comme une confession au lieu d'une arme. Moi, je suis d'accord, c'était mal. Maxime, est-ce que je peux venir et parler en personne? J'ai jeté un coup d'œil à mon calendrier, au vol bloqué en barre colorée, à la pile de documents de projet sur ma table. Moi, je voyage à nouveau. De retour dans 2 semaines. Les points sont apparus, ont disparu, sont réapparus, puis, Maxime, bien. Et c'était tout. 2 semaines plus tard, j'étais dans un avion en direction de l'étranger pour la première fois dans ce nouveau rôle. Bureau de New York, clients internationaux, une portée de projet qui ressemblait à quelque chose que les gens mentionnaient dans des fausses modesties sur LinkedIn. Le 2e jour là-bas, entre les réunions, je suis sorti sur un étroit balcon d'hôtel. La ville était grise, belle et bourdonnante sous moi. J'ai pris une photo rapide pas de mon visage, juste de la ligne d'horizon et du bord de la salle de conférence où j'avais fait ma présentation. Je l'ai postée avec une légende simple, reconnaissante pour les nouvelles opportunités, j'apprends beaucoup. Pas de tag d'entreprise, pas de titre. En quelques minutes, Maxime a liké le post. 30 secondes plus tard, mon téléphone s'est allumé. Maxime, tu es à New York pour le travail? J'ai laissé le message reposer 1 minute, regardant un taxi jaune ramper loin en contrebas. Moi, oui. Maxime, je ne savais pas que ton travail t'envoyait à l'étranger. C'est incroyable. Moi, ça fait partie du rôle. Maxime, quand rentres-tu? Moi, dimanche. Maxime, peut-on s'il te plaît parler quand tu seras de retour? Je veux vraiment arranger les choses. J'ai fixé les mots. L'ancienne moi aurait répondu immédiatement, effrayé que le silence signifie perdre ma chance. La personne debout là, dans un blazer taillé sur mesure avec une carte clé pour une chambre payée par l'entreprise et un passeport plein de nouveaux tampons, ne ressentait plus cette peur. Moi, on verra. Alors que je glissais mon téléphone dans ma poche, une pensée étrange m'a traversé l'esprit. Peut-être que le vrai risque que j'évitais toutes ces années n'était pas de quitter un emploi ou de brûler mes économies. Peut-être était-ce de m'éloigner de quelqu'un qui ne me valorise que lorsque le reste du monde le fait. Je me suis retourné vers la salle de réunion, ignorant que la prochaine fois que je verrais Maxime en personne,
nous entrerions tous les deux dans le même grand hall depuis des directions très différentes, et un seul de nous y serait invité. 2 semaines plus tard, j'ai atterri chez moi par une chaude soirée de dimanche, portant une valise pleine de chemisiers froissés, une pile de notes clients et une étrange nouvelle stabilité dans ma poitrine. Le genre qui vient de la réalisation que le monde est plus grand que l'appartement que vous partagiez avec quelqu'un qui ne savait pas quoi faire de votre ambition tranquille. Je suis arrivé à mon immeuble, j'ai monté ma valise, et je me suis figé en voyant quelqu'un debout devant ma porte. Maxime. Il s'est retourné en entendant mes pas, l'espoir clignotant sur son visage comme un réflexe. Camille. J'ai hésité, clé en main. Tu n'avais pas dit que tu venais. Je sais. C'est juste. Je ne voulais plus attendre. Même épuisé par le voyage, je pouvais le voir. Il avait fait un effort sur son apparence. Coupe de cheveux fraîche, chemise impeccable, un parfum que je reconnaissais des soirées où il voulait impressionner les gens plus qu'il ne voulait être avec eux. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. La curiosité a gagné. Je me suis écarté. Bien sûr. Il est entré lentement, scannant tout avec un léger froncement de sourcils. « Tu as redécoré ?» a-t-il dit. Oui. Les coussins étaient neufs. Les cadres d'art sur les murs des couleurs plus audacieuses, des lignes plus nettes étaient des choses que j'avais choisies parce que je les aimais, pas parce qu'elles correspondaient à son idée du minimalisme élevé. C'est bien, a-t-il murmuré. Différent, ai-je hoché la tête. Ça avait besoin d'un rafraîchissement. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans le salon. Un gouffre de 3 mois s'étendait entre nous, 3 mois qui m'avaient remodelé et l'avaient rétréci. Pour la première fois depuis son départ, il avait l'air nerveux. Pas nerveux pour la forme, vraiment nerveux. Je veux m'excuser, a-t-il dit, la voix basse, pour tout ce que j'ai dit sur le fait que tu étais confortable, pour t'avoir comparé à Élodie. C'était immature et blessant. Je n'ai pas parlé. Le silence est puissant quand on ne craint plus de perdre quelqu'un. Il a dégluti. Quand tu m'as dit que tu te faisais licencier, ça m'a fait peur. J'ai paniqué. J'ai cru que tout allait s'effondrer, et je ne savais pas comment gérer ça. Je n'ai pas perdu mon emploi, ai-je dit calmement. J'ai fait une transition vers un meilleur. Je le sais maintenant, a-t-il dit rapidement. Mais sur le moment, ça ressemblait au chaos, et je ne gère pas bien l'incertitude. Tu penses que moi si, ai-je demandé. J'étais terrifié, Maxime. Je ne t'ai juste pas demandé de gérer ma peur à ma place. Il a baissé les yeux. Je suis parti parce que j'avais peur, pas parce que je ne tenais pas à toi. Et maintenant, ai-je demandé. Il a pris une inspiration. Maintenant, je veux réessayer. Pour de vrai. Tu me manques. Notre vie me manque. Je l'ai fixé, je l'ai vraiment regardé, et quelque chose en moi s'est relâché. Pas avec nostalgie, mais avec clarté. Maxime, ai-je dit doucement, là où nous étions, ça ne marchait pas. C'est pour ça que tu es parti. Je suis parti parce que j'étais stupide, a-t-il insisté. Je t'ai comparé à la mauvaise personne. Élodie n'était que de la poudre aux yeux. Pas de substance. Tu es différente. J'ai secoué la tête. Tu n'es pas parti parce que tu pensais qu'elle était mieux. Tu es parti parce que tu pensais que je n'étais pas assez. Ce n'est pas vrai, a-t-il dit. Mais la façon dont ses épaules se sont affaissées disait la vérité pour lui. Tu m'as montré qui tu es, ai-je continué. Quand les choses sont devenues difficiles, tu as fui. Quand j'avais besoin de stabilité, tu m'as donné de la comparaison. Quand j'essayais d'être responsable, tu appelais ça ennuyeux. Sa voix s'est brisée. Les gens changent. Camille, je sais. J'ai croisé son regard. Moi, j'ai changé. Ça a fait mouche. Son expression a vacillé comme s'il voyait enfin la version de moi qui avait été forgée par de longues heures, des portes d'aéroport, des salles de conseil et un silence ininterrompu par la critique. Tu vois quelqu'un, a-t-il demandé soudainement, le désespoir scintillant au bord de chaque mot. Non, ai-je dit, mais je suis heureuse, et je ne veux pas revenir en arrière. Il a inspiré brusquement, le son d'un homme réalisant qu'une porte s'était fermée sans qu'il remarque qu'elle bougeait. Il a cligné des yeux forts, les yeux brillants. S'il te plaît, juste une chance de plus. Je t'ai donné 4 ans, ai-je dit doucement. Et quand tu es sorti,
tu as démantelé tout ce que nous avions construit. Tu as fait le choix pour nous deux. » Des larmes ont débordé. Il les a essuyées rapidement, comme s'il était gêné par sa propre vulnérabilité. « Et tout ce qu'on a partagé, a-t-il chuchoté. Ça a compté, ai-je dit. Mais c'est fini. » Il est resté assis là quelques secondes, brisé en morceaux silencieux. Puis il s'est levé. « Je suis désolé, » a-t-il dit, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Moi aussi, » ai-je répondu. Il est parti sans un autre mot. Je l'ai entendu s'effondrer dans le couloir, des sanglots doux et étouffés résonnant contre les murs. Pendant un moment, j'ai ressenti une lueur de culpabilité, un tiraillement de la version de moi qui avait l'habitude de se plier en quatre pour s'adapter parfaitement à son idée de ce qui était suffisant. Mais c'est passé. J'ai fermé la porte doucement, comme pour sceller une ancienne vie. Le lendemain matin, je suis retourné au travail. Ma boîte de réception était pleine. Mon calendrier, un champ de bataille coloré, mes projets dans 3 fuseaux horaires différents attendaient que je rattrape le retard. À la fin du mois de mai, les choses ont encore changé. Une autre promotion, cette fois un poste de directrice de projet. Un rôle qui semblait surréaliste, comme monté sur une plateforme qui avait toujours été destinée à quelqu'un de plus bruyant, plus audacieux, plus voyant, quelqu'un comme le genre de femme que Maxime aurait respecté. Mais je l'avais mérité. Chaque présentation, chaque analyse tardive, chaque taxi de 6 heures du matin pour l'aéroport. L'argent était absurde. Honnêtement, j'ai remboursé mes prêts étudiants, maxé mes comptes de retraite, suis passé à une voiture allemande élégante et discrète, le genre qu'on ne poste pas parce que les gens supposent qu'on se vante. Mon appartement est devenu le mien dans tous les sens du terme. Des plantes sur le rebord de la fenêtre. Des lampes douces au lieu des plafonniers agressifs qu'il préférait. Des œuvres d'art avec des couleurs qui me faisaient me sentir éveillé. Et à travers tout cela, Maxime planait à distance. Un texto par-ci, un commentaire par-là, un like sur un post. Tout soigneusement civil, tout tranquillement nostalgique. Mais je n'orbitais plus autour de lui. Il orbitait autour de moi. Puis l'invitation est arrivée. Une conférence majeure de l'industrie. Le genre d'événement que les gens mettent sur leur CV en gras. Des panels de réseautage, des cérémonies de remise de prix, des sessions de leadership d'opinion tenues au Grand Hôtel, un endroit avec des sols en marbre, des lustres dorés et le fantôme de l'histoire bourdonnant dans chaque couloir. Mon cabinet parrainait un dîner. Je parlais lors d'un panel, et j'étais reconnu comme une leader émergente. J'ai fixé l'email pendant 1 minute entière. Puis j'ai chuchoté à personne, oh. Parce que ce moment précis ressemblait à une charnière, un changement, un endroit où 2 versions de ma vie divergeaient. J'ai réservé ma chambre, choisi ma tenue, préparé mes remarques, et sans le savoir, j'ai aussi planté le décor pour la soirée que Maxime n'oublierait jamais. Celle où il me verrait sortir d'une voiture à l'entrée de l'hôtel et comprendrait enfin à quoi ressemblait vraiment le « confortable » quand c'était moi qui le définissais. La nuit de la conférence a semblé irréelle dès le moment où je suis entré dans ma suite d'hôtel. Le Grand Hôtel n'était pas juste luxueux. Il était théâtral. Des sols en marbre qui résonnaient comme une cathédrale. Des lustres en cristal dégoulinant de plafonds si hauts qu'ils vous faisaient lever les yeux automatiquement, comme si la révérence faisait partie du code vestimentaire. Ma chambre avait des chaises en velours, un bureau sculpté dans un bois sombre coûteux et un balcon surplombant les lumières de la ville. Je me suis changé pour une robe noire ajustée, structurée, simple, tranquillement imposante. Le genre de robe qui ne criait pas pour attirer l'attention mais qui n'en avait pas besoin. Une paire de boucles d'oreilles discrètes, mes cheveux tirés en arrière proprement. Pas de paillettes, pas de drame, juste de la présence. À exactement 18h15, le service de voiture a envoyé un texto pour dire qu'ils attendaient. Je suis descendu dans l'ascenseur en ressentant un calme étrange. 3 mois plus tôt, Maxime me disait que j'étais confortable, comme si c'était un synonyme de petit. Comme si l'ambition devait être bruyante pour compter. Debout dans cet ascenseur, j'ai réalisé quelque chose. Peut-être que le confort n'était pas l'ennemi. Peut-être que c'était le prix. Quand les portes se sont ouvertes, le hall bourdonnait d'invités, de personnel et du doux ronronnement de la richesse qui n'avait pas besoin de s'étaler. Je suis sorti, et le chauffeur a ouvert la porte de la berline comme si j'étais à ma place. J'ai glissé sur le siège arrière, expirant une fois, et j'ai laissé la voiture avancer jusqu'à l'entrée principale de l'aile de la salle de bal de l'hôtel. Des photographes pour des publications industrielles étaient stationnés près de l'entrée.
Pas des paparazzis, juste des journalistes d'affaires chroniquant les dirigeants et les talents montants. Pourtant, des flashs ont crépité, des gens se sont retournés, et puis je suis sorti. L'air semblait différent, le genre de moment qu'on ne prévoit pas parce que le planifié le gâcherait. J'ai levé la tête, la brise de la ville effleurant les bords de mes cheveux, et quelqu'un de l'autre côté de l'entrée s'est figé. Maxime. Il se tenait près du foyer, légèrement derrière un groupe de ses collègues. Sa posture s'est raidie comme une lentille d'appareil photo qui fait la mise au point. Ses yeux se sont écarquillés. La reconnaissance l'a frappé comme un impact. Il a fait un demi-pas en avant, a entrouvert les lèvres pour dire quelque chose, mais il n'a pas bougé plus loin. Il ne pouvait pas. Pas avec la voiture noire, les photographes, les invités qui me saluaient de la tête, le badge autour de mon cou avec mon nouveau titre. Je n'ai pas ralenti. Je suis passé devant lui et suis entré dans l'hôtel. À l'intérieur, l'événement était une constellation mouvante de cabinets, de cadres, de clients et d'experts. Les gens me serraient la main, se présentaient, me posaient des questions sur le projet de New York. Florence m'a fait un clin d'œil de l'autre bout de la pièce, fier mais subtil. Mon panel s'est bien passé mieux que bien. Quand il s'est terminé, plusieurs associés seniors d'autres cabinets m'ont approché avec des cartes de visite glissées dans des étuis élégants, des opportunités qui auraient autrefois semblé être des fantasmes. À mi-chemin de l'heure du cocktail, alors que je discutais avec un groupe d'un cabinet concurrent, mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil. « Maxime, tu es au Grand Hôtel ?» Je n'ai pas répondu. 2 minutes plus tard, « Maxime, je suis là aussi. Venu avec mon collègue. Peut-on parler en privé, s'il te plaît ?» J'ai levé les yeux juste à temps pour l'apercevoir à travers la pièce, ajustant nerveusement sa cravate alors qu'il me cherchait. Il m'a trouvé. J'ai croisé son regard pendant une seconde ferme. Puis j'ai détourné les yeux et suis retourné à ma conversation alors que l'associé à côté de moi disait « Vos remarques tout à l'heure étaient incroyablement pertinentes. Votre cadre de restructuration pour les clients du marché intermédiaire était l'un des angles les plus intelligents que j'ai entendus cette année. » J'ai souri. Merci. C'est une saison intense mais gratifiante. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maxime, Camille, s'il te plaît. Juste quelques minutes. J'ai levé mon verre, laissant la condensation froidement crée. Puis, sans hésitation, j'ai tapé « Moi, nous n'avons rien à nous dire, en privé ou autrement. Profite de la soirée. » J'ai appuyé sur envoyer. À travers la pièce, je l'ai vu vérifier son téléphone. Son visage s'est décomposé. Confusion d'abord, puis blessure, puis quelque chose ressemblant à une compréhension naissante. Il a commencé à marcher vers moi. Mais avant qu'il ne puisse m'atteindre, un associé senior d'un grand cabinet de conseil s'est interposé devant lui et m'a salué chaleureusement. « Camille, panel fantastique. Nous devrions parler d'opportunités au 4e trimestre. Nous développons notre division stratégie. » J'ai souri, lui ai serré la main et me suis enfoncé plus profondément dans le groupe avec lui et plusieurs autres. Maxime s'est arrêté net. Un arrêt complet. Il est resté immobile, téléphone mou dans sa main, réalisant qu'il était en dehors du cercle maintenant. Pas métaphoriquement, pas émotionnellement, mais littéralement. Il ressemblait à quelqu'un qui s'était présenté pour réclamer une vie, seulement pour découvrir que la serrure avait été changée. Je n'ai pas regardé en arrière. L'événement a continué, réseautage, tintement des verres, conversation polie. J'avais l'impression de regarder ma vie se mettre au point. Chaque heure pour laquelle je m'étais excusé autrefois, chaque feuille de calcul, chaque journée ennuyeuse, chaque choix prudent avait mené ici. Et finalement, je ne ressentais pas le besoin de le défendre. Je suis parti vers 22h30. Le chauffeur a ouvert la porte de la berline à nouveau, et je me suis glissé à l'intérieur. Juste avant que la voiture ne démarre, j'ai aperçu Maxime à l'entrée, debout seul, fixant l'endroit où j'étais quelques instants plus tôt. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé avec un appel de sa part. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Il n'a pas pris la peine de dire bonjour. C'était humiliant, a-t-il dit, la voix serrée. Quoi donc, ai-je demandé calmement. Toi qui m'ignores à l'événement. J'ai vu que tu m'as vu. Je t'ai vu juste faire demi-tour et t'éloigner. Je te l'ai dit, ai-je dit. Nous n'avons rien à discuter. Tu ne pouvais même pas me saluer ? Camille, tout le monde a vu ça. Les gens chuchotaient.
J'avais l'air. Sa voix a vacillé. J'avais l'air pathétique. Ce n'est pas ma responsabilité. Je n'arrive pas à croire à quel point tu as été froide, a-t-il dit. Tu as changé. Je me suis appuyé contre mes oreillers. J'ai changé. Et je m'en porte mieux. Tu n'es pas la personne que je connaissais, a-t-il insisté. Tu as raison, ai-je dit. La personne que tu connaissais se faisait petite pour que tu ne te sentes pas menacé. Silence. Puis il a raccroché. J'ai fixé l'écran vide, un étrange mélange de soulagement et de finalité m'envahissant. 1 heure plus tard, un ami commun a envoyé un texto. Ami, Maxime est vraiment contrarié par le truc de la conférence. Moi, ok. Ami, il a dit que tu l'as embarrassé publiquement. Que tu l'as fait passer pour un idiot. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai juste pas interagi avec mon ex lors d'un événement professionnel. Ami, il a dit que tu as complètement changé. Moi, je l'espère. Ami, il a l'impression que tu es cruel. J'ai pris une inspiration et tapé la vérité. Moi, il est parti quand il pensait que je coulais. Il a essayé de revenir quand il a réalisé que je montais. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Il y a eu une longue pause. Ami, ouais, je n'ai pas de réponse à ça. Moi non plus. Parce qu'il n'y avait plus rien à prouver, plus rien à réparer, plus rien à pleurer. Dernière mise à jour. 3 mois depuis la conférence. Ma vie me semble m'aller pour la première fois. Mon cabinet parle de partenariat avant 40 ans. Mon calendrier est plein de travail que j'aime, pas de travail que je tolère. J'organise des dîners pour des collègues. J'ai acheté de nouveaux meubles qui correspondent à la personne que je suis maintenant, pas à la relation dans laquelle j'étais alors. Mes matins commencent sans cette anxiété sourde et rongeante de me demander à quelle version de Maxime j'aurais affaire. J'ai entendu par la bande qu'il voit quelqu'un de nouveau. Élodie. Apparemment, la vraie femme avec toute la passion et la spontanéité est revenue dans son orbite. Peut-être que ça marchera cette fois. Peut-être qu'il aura le drame qu'il a toujours prétendu vouloir. J'espère sincèrement qu'il trouvera ce qu'il cherchait. Quant à moi, j'ai recommencé à avoir des rendez-vous. Rien de sérieux, juste des cafés, des conversations, de petits moments de connexion sans le poids de la comparaison. Ça fait du bien d'être désiré pour qui je suis, pas pour qui quelqu'un d'autre pense que je devrais être. Quelqu'un m'a demandé la semaine dernière si je regrettais la façon dont les choses se sont terminées, si je regrettais d'être parti à la conférence, si je regrettais de ne pas m'être battu plus fort pour ma relation. Non. Maxime m'a montré qui il était quand il pensait que je m'effondrais. Je lui ai montré qui je suis devenu une fois que j'ai arrêté d'essayer d'impressionner quelqu'un qui avait déjà décidé que j'étais confortable. Il s'avère que le confort n'est pas l'absence d'ambition. C'est la présence de la paix. Et à 35 ans, je n'ai jamais été aussi confortable de ma vie.